Caravanier qui nous sommes, ben écoutez, ça fait 27 ans, c'est ça? Ouais, 2025, ça va faire 27 ans que Caravanier existe. Donc sur la scène québécoise, en termes d'agence d'aventure, là, on est vraiment un grand historique, une grande expertise, en toute humilité. Fier d'être une agence québécoise qui conçoit, pense et crée ses propres voyages. Donc on est dans la vraiment comme les deux ce soir, c'est les deux voyages qu'on va vous présenter ce soir, c'est un très bel exemple de ça. C'est créé par nous d'une certaine manière, évidemment, avec plein de collaborateurs, mais c'est pensé, réfléchi, d'avoir avec des cartes, des idées, de la connaissance personnelle, puis ensuite c'est traduit en voyage. C'est ça pour la grande majorité de notre offre. On a à peu près 56 voyages, pour être précis, un peu partout dans le monde. Donc, ce soir, on va parler de l'Europe, des deux nouveautés de l'Europe. Je rappelle aussi que Caravanier a toujours été un peu chef de file par rapport à son engagement éthique environnemental par rapport au voyage. Évidemment, on est une industrie qui pollue, on essaie de compenser le plus possible tout ça. 100% des émissions de carbone sont compensées avec l'initiative planétaire. On a aussi via 1% pour la planète, One Person for the Planet, là, qui est une initiative lancé par Yvon Chouinard de Patagonia. On a la version québécoise de ça via l'AEQ, donc l'Association Écotourisme Québec. Et ça nous permet de réinvestir cet argent-là, compenser, si vous voulez, à travers des enjeux sur le territoire québécois, comme entre autres la préservation du milieu naturel de la magpie, donc garder la magpie comme un territoire de jeu plein air et naturel. On a d'autres enjeux aussi avec la SNAP et autres fondations qui travaillent sur d'autres plans, mais en commun avec l'AQ, on réussit à faire quand même des belles choses avec des bons budgets à chaque année. Donc évidemment, c'est une conséquence mondiale, tout ça, les dérèglements climatiques, l'empreinte carbone qu'on peut avoir. Mais je pense que pour que les gens saisissent les ambiguïtés, les engagements de tout ça, c'est plutôt sur le territoire québécois qu'on a décidé de s'investir. Donc ça fait depuis 2008 qu'on lead ce projet-là. Donc voilà. Sinon, ben écoutez, l'Europe, c'est une grosse destination chez Caravanier. Les deux nouveautés de ce soir sont les îles Lofoten en Norvège et puis l'Irlande, donc qu'on va oser appeler, je sais pas si c'est encore officiel, là, mais de pierre en bière. Simon va vous parler de ça. Alors, je vais commencer avec les Lofoten. On devrait avoir environ une demi-heure chacun là, parler de nos voyages. Et je vais essayer de ponctuer avec des pauses mon discours de manière à ce que vous puissiez poser vos questions puis qu'on y répond. OK? Donc, je fais une mini pause de secondes. Je vais juste revoir, parce que là, je suis en plein écran, je vais juste revoir qu'est-ce qui se passe du côté de mon collègue. Ça sera pas long. Ça se peut que je revienne en... Oups. Ouais. Euh, Ça sera pas long. J'ai juste vraiment pas raté l'opportunité de le connecter. Bon, parfait. Je repars la patente. Ça sera pas long. J'ai cassé le momentum un peu là. On repart ça. Chat, je veux le voir. Ça fait juste 5 ans qu'on fait des zooms, là, mais à chaque fois, il y a toujours une ambiguïté. Comme là, je vois pas la section questions-réponses. OK. Le chat est bloqué et ces deux voyages sont... OK, attendez là, je vais commencer à en parler bientôt. Laissez-moi la chance de commencer. Donc, je vais essayer de voir votre fenêtre de questions parce que je suis là pour temporairement seul là, pour subvenir à la logistique. Euh, attendez. OK. Donc, je pars ça.
suis désolé, c'est parce qu'on a un problème technique pour connecter notre collègue. C'est des experts de Zoom pour rajouter quelqu'un. Vous nous le dites pour qu'il puisse intervenir et parler. Sans les mots de passe, il est bloqué. N'est-ce pas, Simon? Ok. Écris-moi sur Messenger, Simon, s'il vous plaît. Alors, on part ça. Donc, je repartage. Ouh là là. On va fermer ça. Parfait. Donc, vous allez me redire si vous voyez qu'une seule image. Et là, je vous jure qu'à partir de maintenant, on part. Parfait, merci. Super. Lofoten. Donc, Lofoten, c'est une archipel qui est située au nord de la Norvège. On la voit ici avec l'étoile. C'est au parallèle 68, donc c'est quand même très au nord. C'est au-delà du cercle polaire arctique. Donc, ça peut paraître quand même une destination euh, très nordique, mais il faut comprendre que cette portion de l'Europe, elle est flanquée, disons-le comme ça, du Gulf Stream. Donc, le fameux Gulf Stream qui amène un courant chaud sur l'Europe, eh ben, va jusque dans le nord et permet d'avoir un climat relativement confortable considérant la latitude. À équivalence du côté Canada, on est presque au nord de la terre de Baffin, on a un tout autre climat. Donc ça permet d'avoir des températures estivales qui peuvent flirter aisément avec le 20 degrés Celsius, avoir un climat, une végétation verdoyante, voire même de l'agriculture sur les îles Lofoten. Et puis bon, on profite de l'été, de l'été arctique, ou comme on appelle ça. Donc, bref, la luminosité au cœur de l'été est très longue. On parle de journées de presque 24 heures d'ensoleillement autour du solstice. Donc, c'est quand même aussi significatif, qui fait que pour une destination estivale, c'est parfait. Puis on n'est pas trop dans des extrémités de température. Donc, si on fait un petit zoom de ça, un petit peu plus proche. On va voir ici avec mes drapeaux verts les lieux visités. Donc en gros, ça commence à Bodø. Donc Bodø, c'est sur la côte. Donc on ne le voit pas sur la carte. Depuis Bodø, on prend un traversier. Ça commence à Solvågen, puis ça va jusqu'à Svolvær. Et puis l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur cette région-là de la Norvège pendant une quinzaine de jours. Et principalement de voir le parc national des Lofoten, qui est, lui, situé, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Puis la technologie ce soir. Bref, curseur qui était quelque part, mais bref, on est sur le sud-ouest de l'archipel. Vous voyez peut-être Moskenes, Rene, donc on est vraiment là-dessus où la plupart des drapeaux sont. Donc il y a des petits drapeaux verts. Donc c'est vraiment géoconcentré. La plupart de nos voyages chez Caravanier minimisent beaucoup les transports routiers. Ça va dans l'esprit un peu de notre façon de découvrir les destinations, de limiter notre désir aussi de limiter les transports mécaniques. Donc, et puis par expérience personnelle, parce qu'on vient de le faire, parce qu'on l'a fait aussi dans le passé à peu près de d'autres façons, mais similaires, on considère que c'est une très belle manière de découvrir la Norvège en général à travers un petit échantillonnage comme celui-ci. Donc voilà. J'arrive en détail. Bodø, donc c'est un vol international qui va nous mener. Bon, il y a différents scénarios, mais entre autres, souvent c'est New York, Oslo, ou une destination, une capitale européenne, via Oslo ensuite pour aller tout au nord à Bodø. Donc, je vous donne un petit cours de langue norvégienne de base. Donc, un O avec une barre se prononce E, comme un E tombant. Là. Donc, on dit bien Bodø. Mettons que j'ai la prononciation. Depuis Bodø, après avoir fait une belle petite nuit là-bas, on profite quand même des lieux, on se met dans l'ambiance, tout ça. Et bien, c'est traversé en traversier jusqu'à Moskenes, une traversée qui nous fera naviguer pendant environ 3h30 pour se rendre sur cet archipel. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, au début, on voit à peine vraiment la silhouette du relief tout au loin, à l'horizon, et à un moment donné, ça se dessine, puis on se rend compte que, oulala, les Lofoten, c'est très incisif. C'est vraiment une chaîne de montagnes qui sort de la mer. C'est quand même assez exceptionnel comme type de paysage. On retrouve pas vraiment ça beaucoup dans le monde, un peu au Groenland,
un peu dans d'autres destinations nordiques, mais dans l'univers accessible, là, c'est quand même une géomorphologie qui a, ouais, je veux pas dire son unicité, mais pas loin, quand même. Ok. Donc on approche, on se dit, oulala, ça va être du beau dénivelé, tout ça, pour un voyage de randonnée. On arrive à Survogen, donc même chose, petit cours de langue, le O c'est un E tombant, et un A avec un petit O en haut, ça prononce O. Donc ça, Survogen. Donc voilà, voilà, voilà. Vous me donnez une petite pause, ça vous des questions, j'y vais là. Je dois régler le petit côté technique que M. Simon doit se connecter. Ça sera pas long. Parfait. OK, donc Survogen, petit village de pêcheurs. Ce qu'il faut comprendre dans les Lofoten, historiquement, c'est vraiment une archipel dont l'économie et le développement s'est fait autour de la pêche. On ne se cachera pas. Une pêche qui, historiquement, a toujours été plus favorable l'hiver, ce qui fait en sorte que l'été, ça s'est on remonte à des années, là, mais tous les cabanes, les maisons de pêcheurs, etc., sont un peu laissées sans utilisation. Ça a tranquillement été développé par le tourisme. Donc, les villages comme ça deviennent en mode touristique, si vous voulez, en période estivale. Plusieurs de ces habitations-là se sont transformées en restaurants, hébergements, qu'on va appeler des Sjöhaus ou des Rorbu. On va revenir là-dessus plus tard sur le type d'hébergement pendant ce voyage. Mais c'est ce qui fait que l'été, en fait, on est comme un peu dans la saison morte de l'économie locale, puis qu'on profite vraiment de ce rythme très lent et très agréable de l'été comme une période de transition. Donc beaucoup, beaucoup de thématiques autour de la pêche, évidemment. On va retrouver un petit peu plus d'agriculture autour de Leknes. Donc c'est une ville principale qui est plus au centre de l'archipel que je vous ai montré. Mais sinon, vraiment, on est sur des villages de pêcheurs à peu près à grandeur. Puis on vous comprendra bien à regarder le relief que l'agriculture, ben, mettons que c'est un petit peu compliqué. Donc, on va voir beaucoup de têtes de cabillaud, morues, toutes sortes de poissons un peu partout. C'est vraiment, vraiment dans le portrait, dans le paysage. Beaucoup, beaucoup de structures de séchage, comme on peut voir ici. Donc, ça fait tout le charme visuel, esthétique de cet archipel-là. Une fois qu'on aura traversé à Moskenes, donc il faut comprendre que ce voyage-là, tout d'abord, ça va peut-être répondre à certaines questions. Donc, les deux voyages de ce soir, by the way, tout de suite trancher, couper l'herbe sous le pied, ce ne sont pas ce que nous, on considère des voyages Dolce Vita. OK? Ce sont plutôt des voyages qui vont être dans la gamme niveau 2 ou niveau 3. OK? Là, je parle toujours général. Dolce Vita, qu'est-ce que ça veut dire chez Caravanier? Ça veut dire à chaque soir en mode hébergement. Hébergement varié, mais hébergement dans le jargon, on dit en dur. Ça veut dire qu'un toit, ça peut être une auberge, un hôtel, un motel, un chalet, etc. Donc, dans les infrastructures locales, dans l'esprit qu'on veut amener dans les Lofoten, c'est pas vers ça qu'on s'en va principalement. Donc, il y aura vraiment deux esprits à ce voyage, puisqu'on va quand même profiter des rebuts et de l'hébergement dur qu'on voit, ça c'est sûr. On aura aussi un volet randonnée en immersion dans le territoire, c'est-à-dire randonnée en backpacking. Ok, donc je vous explique tout ça en images, ne partez pas. Moi, ça vous fait peur, mais moi, ça me fait zéro peur. Mais d'ailleurs, c'est vraiment une particularité assez unique de notre offre. Ça va être vraiment de rentrer dans le territoire, de vraiment parcourir à pied de manière, au-delà de la surface, si vous voulez, ou les frontières du parc des Lofoten pour aller au cœur de celle-ci. Donc, c'est limité à pas mal de gens, mais de la façon qu'on l'amène, je pense que ça peut démocratiser cette idée. Donc, il y aura, dans le cadre du voyage des Lofoten, un premier chapitre, si vous voulez, de quelques jours comme ça. Et ensuite, ça se trouvera dans ce que vous, je pense que ceux qui connaissent notre formule, la formule Dolce Vita. Donc, une semaine, disons, en rando, backpacking, avec quelques nuits en camping, et une seconde en mode Dolce Vita. Donc, c'est hybride. Ceux qui ont déjà vu notre offre dans le passé, là, j'arrive tout de suite à ça parce que je pense que beaucoup de gens s'interrogent.
Dans le passé, on avait une offre qui se faisait en bateau. Donc, on avait un bateau avec cabine et un petit équipage qui parcourait les fjords, les îles. Ce bateau-là, cet équipage-là a pris pause de vie de marin, extension familiale, d'autres développements, donc on a mis fin à ça. C'est aussi une offre qui était très limitative en termes de personnes, le nombre de personnes, c'est aussi pas mal cher étant donné toutes les infrastructures, donc on l'a rejazzé comme vous allez voir. La plupart des photos où l'itinéraire a été conçu cet été par moi-même, donc c'est un voyage que j'ai fait en famille. Des fois, il faut jumeler travail-famille. Et donc, les images que vous allez voir, surprenez-vous pas de voir des gens qui sont très petits. Mais c'est peut-être encourageant pour vous de vous dire que des très petits ont fait ça et que c'est relativement accessible si on se met dans cet esprit. Donc, marche au cœur du parc des Lofoten, on commence par ça. Donc, de Solvågen, on va relier les fjords intérieurs qu'on retrouve autour de la ville de Rennes. Rennes. 3 jours, donc, avec sac à dos, équipement complet de camping ultra léger, donc tente légère, matelas, équipement de cuisine qu'on transporte. On fait un camp de base à un endroit. Ça, ce sont les photos de cet été. Ça ne sera pas tout à fait comme ça en groupe, mais ça va être similaire. On est dans le minimalisme, donc je reviens là-dessus. On est dans une cuisine, vous allez voir un petit peu plus tard, qui va vraiment dans l'esprit du backcountry. Ce sont mes certifications, entre autres, et puis celles de plusieurs guides chez nous. C'est là-dedans qu'on est vraiment expert dans guider en dehors des sentiers battus. On voulait vous amener là-dedans, donc échantillonnage de 3 jours, 2 nuits de camping en mode camp de base, c'est-à-dire qu'on va se planter à un endroit, que je vous montre un peu plus tard, et de là, on va pouvoir partir une journée à l'âge. Donc en gros, c'est 2 journées de portage avec cet équipement-là qui n'est pas excessif parce qu'on ne part pas très longtemps. On le rend vraiment le plus accessible possible, mais quand même. Donc, à considérer. Et puis, c'est immersion dans le territoire puisqu'on aura un camp de base. Donc, je vais vous montrer un peu dans l'ambiance. Donc, sans dormir dans un contexte comme de camping comme ça, c'est impossible en une journée, dans une mode day hike, si vous voulez, de voir et marcher sur ce territoire-là. Donc, il est là l'esprit, c'est vraiment d'aller au-delà des frontières de la randonnée journalière. Okay? Au niveau des tentes de campement, je vous en parle dans 2 minutes, mais oui, c'est tout l'équipement commun, c'est fourni. Ça sera autour de ce site, okay? Parce qu'on a le Hernandalstinden qu'on voit devant, qui sera un objectif de marche ascension, disons, dans notre journée camp de base. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre première, on se pose là, on établit camp de base pour 2 jours, puis après ça, on tente la montée de ce sommet-là, qui est le sommet le plus imposant de la région, autour de 1100 mètres environ d'altitude. Ça nous donne une vue incroyable, si le temps le veut bien, de toute la région du sud de l'archipel. Donc, c'est vraiment un sommet très, très reconnu. Puis la façon de le faire, c'est comme ça. C'est pas mal les bikepackers, pas les bikepackers, mais les backpackers qui le font comme ça. Donc, nous, c'est voilà. Et pour compenser aussi l'effort peut-être supplémentaire déployé par le fait d'avoir des charges un petit peu plus grandes dans le dos, on limite pas mal les distances. Donc, ce sont des journées d'environ 8-9 km en moyenne. Il y aura une journée qui détonne à 14 km. Donc, on parle de distances qui sont moins longues, mais quand même, considérant ce type de terrain, on marche environ une moyenne de 1,5 km à l'heure. Fait que ça fait des journées de 5-6 heures de marche. Peut-être un peu moins selon le rythme, mais bon, c'est à voir. Okay? Parce que le climat, vous allez voir plus tard. D'ailleurs, l'échantillonnage de photos qui sont là, c'est des photos prises à l'époque qu'on le faisait en bateau, des photos prises de mon expérience de cet été et d'expériences que j'ai personnellement à travers d'autres agences avant. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas triché, je vous dirais, le paysage, juste sélectionné les photos avec du soleil. OK? Donc, je vous dirais qu'on est sur un ratio 50-50. Vous en êtes constaté par vous-même, d'ailleurs.
Je regarde un petit peu les questions. Soleil, pluie. Vous voyez, j'y réponds un peu là, pendant que je, pendant que je parle. Alors, je ne vais pas me servir de mes enfants pour vous dire si le fond, vous pouvez le faire, mais un peu. Non, je rigole. Donc c'est ça. C'est pour ça que nous, parents, on avait des gros sacs à dos. On vise pas des sacs comme ça. On parle de peut-être sacs de 50 litres pour être autonome pendant 3 jours avec mode camp de base. OK? Donc voilà. Tente groupe comme au Groenland, non, pas de tente commune parce que c'est un voyage. En fait, faut vraiment jouer dans le minimalisme. Donc peut-être si vous avez fait le Groenland à pied, une portion à la toute fin quand on va vers le Storbjörn, là, on part très à l'aise, c'est un peu dans le même esprit. Donc, on aura une grande bâche de groupe, OK, que le guide porte, et c'est tout. Donc, on considère que c'est suffisant. Et donc, sinon, c'est des petites tentes ou bas qui pèsent à peu près 4 livres, point 2, là. C'est très, très, très léger, là. On est vraiment dans cet esprit minimaliste. Donc, c'est aussi une façon de voyager, si vous voulez. Les seuls randonneurs que j'ai croisés pendant ce voyage, dans ces sections-là, c'était des gens qui étaient 100% en autonomie tout eux-mêmes. Donc, nous, on essaie de trouver une façon hybride de faire ça pour vous amener là, mais avec des petites sections, pour pas qu'on aille à être autonome pendant 10 jours. T'sais. On vise des groupes 10 environ. Donc, entre 6 et 10 personnes, même pas, c'est 9 personnes, pardon. Une ou deux personnes partantes. OK, selon. Évidemment, si on est 2 personnes partantes, ce sont des 3 places. Et qui dit 2 personnes partantes dit diviser le poids. Donc, encore une fois, hein, efficacité, légèreté, etc. Une fois qu'on aura fait notre Hernandalstinden, qui est le sommet ici à gauche, eh bien, ça sera la descente vers le fjord. Donc le fjord où on retrouve des hameaux comme Tennes, Vinstad, Kirkfjorden. L'idée, c'est de rejoindre ce village pour ensuite de ça compléter notre super première balade en autonomie. Donc, je le répète, 3 jours, 2 nuits. Terrain que vous voyez des fois qui est escarpé, il est toujours tracé. Le sentier est toujours tracé, mais pas super clair. OK, donc on fait un peu de navigation. On vous amène vraiment au cœur du backcountry, mais il n'y a rien qui est vertigineux, il n'y a rien qui est dangereux, OK, comme terrain. C'est juste que des fois, ouf, il faut prendre le temps de descendre, et puis sinon ça reprend tout beau, OK. On aura à la fin de ce sentier-là peut-être quelques surprises de mauvais sentiers, mais bon, ça sera dans tout le voyage peut-être la pire section, là, cette dernière-là de quelques kilomètres, avant d'arriver à Vinstad. Vinstad, petit hameau qui aujourd'hui est plutôt abandonné là, par les vrais habitants. Ce sont plutôt des gens qui ont des chalets ou des refuges. Puis voilà. Donc on va se poser à Vinstad. Hein, les journées, je vous l'ai dit, sont pas super longues en kilomètres. Donc ça se peut qu'on arrive relativement tôt ici. On aura l'opportunité depuis là, et ce petit café sympatoche, parce que ce café il est à côté du quai qui peut nous ramener en bateau à Rennes. Donc, l'occasion pour ceux et celles qui veulent continuer de continuer, je vous propose une option ici dans 2 secondes à la plage de Bunes, ou d'attendre le groupe. Ils vendent des petites viennoiseries scandinaves et du café puis du thé. C'est sympathique. Il y a même un abri aussi s'il pleut. Salle de bain commune, pas commune. Je veux dire salle de bain complète, très très clean. Là. Donc voilà. Donc depuis Vinstad qu'on voit au loin de la photo, on marche, on s'en va vers les plages, la plage de Bunes. Qui est superbe. Donc, on aura l'occasion peut-être d'aller faire une petite sieste, si on veut, toujours en fonction du timing, parce que le but, c'est de revenir à Rennes en toute fin de journée. Je vous mets ici des photos de qu'est-ce que c'est, des fois, quand il pleut, quand on prend le bateau vers Rennes. Donc, évidemment, on aura une liste d'équipements qui vous expliquera tout ce qu'il faut pour bien résister aux conditions. On parle pas de froid hein, en Norvège parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est plutôt des températures entre 10 et 20 degrés, une moyenne de 15 à 18 là, au cœur de l'été. Ça décline très peu, évidemment, parce qu'il n'y a pas vraiment de nuit. Donc, les nuits sont quand même très confortables. On parle de, tu sais, ça tombera rarement en bas de 10 degrés. Mais quand il pleut puis qu'il vente, tout ça vient changer un peu la donne, mais pas tant que ça. Okay? Donc, c'est pas extrême au niveau des températures, c'est peut-être au niveau de l'humidité que ça joue. La faune qu'on peut rencontrer là-bas, on me pose la question, eh bien, c'est beaucoup la faune d'élevage, les moutons, les vaches, il y a beaucoup, beaucoup ça un peu partout. Il y a beaucoup, beaucoup de faune aviaire, énormément de faune aviaire, sternes,
Ouah, là, ça m'échappe. Non? Fond d'aviaire, on s'entend là-dessus. Puis renard arctique qu'on retrouve, loup dans certains coins. Puis tout ce qui est justement renne, petit jeu de mots. Donc des rennes, des caribous de ce coin de la Laponie. Parce que la Laponie, le nord de la Suède n'est pas très loin, donc on peut retrouver ça dans certains endroits un petit peu plus au nord. OK? Mais bon, pas rien qui vient nous manger. Donc, pas d'ours polaire, il n'y a pas de danger par rapport à la faune. Le village de Rennes, donc, qui est certainement un des plus iconographiques là, de l'archipel, on le retrouve ici. Donc, ça sera après nos 3 jours, 2 nuits. Notre camp de base Dolce Vita pour se refaire de nos émotions. On voit à gauche là, les fjords qu'on aura explorés à la fin de notre trek. On revient en bateau, 20 minutes environ, super petit bateau là, électrique. Tous les transports d'ailleurs dans ce voyage sont électriques. C'est quand même assez particulier de la Norvège. Oh, attendez, j'ai entendu sonner. Je pense qu'on a un ami qui s'en vient. Je fais une mini pause. Ah, Simon, coucou. Euh, je te sonne lancé. Je te présente dans quelques minutes. Donc, Rennes, on fera 2 nuits là en maison. On a une petite maison qu'on loue là-bas, au cœur du village. Là. Je pourrais même la pointer si je trouvais mon curseur. Donc, c'est un super beau village. On fait le ravito, épicerie, on peut profiter des restos, on va se cuisiner aussi dans les maisons qu'on a, que la maison qu'on a louée. Je vous expliquerai la formule de réhébergement tantôt. Mais donc, tu sais, après les 3 jours, ressourcement. En gros, c'est ce que ça veut dire. T'sais. 2 nuitées là, quand on a une journée complète là-bas, on peut explorer, mais on propose fortement l'ascension du Rennbregen. Donc, le Rennbregen, c'est à peu près en position où la photo elle est prise en ce moment. C'est pour avoir ce point de vue qui est fabuleux. C'est pas le trek le plus sauvage du monde, hein. By the way, Instagram s'en est occupé, là, l'a rendu très 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 populaire, mais c'est pas parce qu'il est sur Instagram qu'il est désagréable. Donc c'est quelques heures de marche aller-retour, 5 km là. On le propose, on le fait. Sinon, ben on explore le village, on profite de la vie. Puis vu qu'on aura un super bel hébergement, ben, on pourra justement vie commune, cuisiner, se faire de la bouffe, etc. Donc on a 2 nuitées, on propose toujours une soirée resto, une soirée où on cuisine. Donc, vous avez certainement devant vous, peut-être en toute humilité, là, très, très grande humilité, les 2 meilleurs cooks de caravaniers. Donc, hein, bah ouais, il faut s'assumer, là. Parce qu'on a travaillé puis étudié là-dedans avant dans notre vie. Hein, c'est surtout pour ça. On en a fait aussi quand même une expertise, là, je pense. J'enseigne au Collège Saint-Laurent, là, le volet cuisine d'expédition pour les guides d'aventure. Simon aussi tout son bagage, donc tu sais, voilà. Donc on va essayer de faire notre mieux là-bas avec ce qu'on va trouver. Fait que hot dog, hamburger. Non, je rigole. Donc c'est ça. Donc on continue avec les petites images de Rennes. Donc juste pour vous montrer que c'est vraiment une ville. Bon, c'est un village, là, c'est quelques milliers, je pense que c'est 2000 habitants, répartis sur vraiment une archipel éparpillée. Et c'est cette ambiance-là qu'on retrouve. On continue pour notre deuxième volet, donc deuxième volet rando avec autonomie, ok, après les 2 nuitées qu'on aura fait. On se lance vers Kjerkfjorden. Donc ça, ce sont des photos, mélange de photos de Rennbregen, de la rando, puis aussi dans notre trek qu'on fera dans la suite. Okay. Le petit village de Kjerkfjorden, c'est un peu comme Vinstadt, là, c'est un hameau 40 maisons maximum. Et c'est de là qu'on va partir pour une traversée. Ça sera notre randonnée la plus longue, puisqu'on va faire 14 km de marche, un dénivelé d'environ 700 mètres cumulés. Donc, c'est pas si pire. Kjerkfjorden vu de l'autre angle. On voit Rennes au loin, tout au loin, un peu centre-gauche, là. Donc, vous voyez qu'à l'échelle, c'est vraiment pas gros. C'est pas gros, mais à chaque fois, on a quand même l'impression de changer d'ambiance. On a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, un nouveau type de territoire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se dit, Caroline, pourquoi s'éparpiller partout en Norvège alors qu'on peut avoir un méchant concentré dans cette région-là du pays? Donc, voilà. Notre randonnée Une question. continue.
7 km, on doit passer un col, on descend, zone marécageuse, hop, on tombe sur une route. Petite reconnexion avec mini-civilisation. Donc, on parle vraiment d'une route de, c'est un tronçon de 2 km. Une route qui est à peine utilisée, quelques maisons. Quelques ambiances nordiques aussi, très sympathiques. Donc, quelques petites photos aussi qui incarnent l'ambiance nordique, scandinave, norvégien. On aura ça sur la route. J'aime particulièrement cette photo où l'artiste a combiné ce qu'il y avait sur le territoire. En tout cas, je trouvais ça sympathique. Et on aura une nuitée de... Je reviens un peu sur la photo, je la trouve belle. Une nuitée de camping dans ce trek-là. Donc, c'est 2 jours, vous me suivez là? 2 jours avec une nuitée. Donc, on a fait 3 jours, 2 nuitées. Là, on fait 2 jours de marche, une nuitée de camping. Encore une fois, être minimaliste, ça, c'est notre grosse tente familiale, là. Il a fait mauvais, nous autres, hein? Ça a été tough. Je pense qu'on avait du bon équipement. Donc voilà. Donc le camping, comment ça fonctionne? En gros, c'est, comme je vous ai dit là, c'est léger. On fournit euh, matelas de sol, tente légère, ok, ultra légère. C'est des Muta-Uba, des Uba là, de MSR. Bâche commune pour le groupe. On vous dit d'amener des petits matelas de fesses pour être au sec, ok? Et nous, on s'occupe de la cuisine complètement. On va être en mode lyophilisé, ok? Et complément. Complément qu'on voit à droite pour les lunchs du midi. OK? Ça, là, du caviar, tout ça, toutes sortes de petites choses sur le fun scandinave. Fromage, ça fait pas mal partie. Tout ce qui est conserve aussi ou conserve en tube. On réussit quand même à jazzer des affaires de le fun sans avoir trop l'enjeu du poids. On a tout récemment découvert une petite compagnie de lyophilisés ici à Sainte-Agathe. Je dis ici parce que je suis de Val-David, là. Qui fait de la super bonne bouffe. On travaille depuis l'aube des temps avec Apiac, donc super collaborateur, donc on va mixer là-dessus pour avoir super menu. Ok. J'étudie 3 fois le mot super en 2 phrases, oui. Voilà. Donc ensuite de ça, si évidemment si le territoire est complexe, s'il est difficile et capricieux, eh ben il y a des refuges. Il y a 2 refuges là, dans ce long trek-là. Ça ressemble à ça, sont faites pour s'abriter. Hein? Évidemment, on va pas faire la vie de groupe là-bas. Ça, c'est un groupe qu'on a fait en 2017 avec une autre agence pour qui je travaillais. Mais bon, ça représente un peu vraiment l'ambiance. Vous voyez un peu? Donc, quand l'adversité devient secondaire, quand l'humain et la vie collective l'emportent. Donc, c'est vraiment la philosophie qu'on aura. OK? Température de l'eau, j'y reprends plus tard. Température de l'eau de la pluie, comme je vous ai dit, c'est pas si froid que ça. La température de l'eau, on peut se baigner dans certaines sections, pour vous dire, OK? Mais c'est sûr que quand c'est une plage comme celle-ci, par exemple, on est sur Vestervika en ce moment, eh bien, c'est une plage qui est sur l'ouest des îles, c'est là qu'arrivent les courants froids de l'Arctique. Là, c'est pas trop baignable. OK? Donc, l'idée de ce trek, c'est de culminer en route et aboutir sur cette zone ici où on va camper. Camping sauvage. Une des règles fondamentale de la Norvège, c'est de donner accès de manière gratuite au territoire. Donc, si tu n'es pas sur une propriété privée, si tu es à 150 mètres au-delà d'une propriété privée, tu as toute la liberté de t'y établir de manière non permanente et en respectant 100% l'écosystème. Donc, leave no trace, ça va être super important là-dessus. D'ailleurs, on va vous former par rapport à cet esprit-là. Donc, c'est la beauté de la Norvège, c'est cet esprit de liberté aussi qu'on va aller chercher dans le backpacking, ok, ou dans le backcountry hiking, comme on dit en anglais, ou la randonnée dans l'arrière-pays. Ok. Donc voilà, donc ça c'est aussi dans l'esprit. Puis vous voyez que l'échantillonnage est quand même pas trop gros, ok, mais ça va être vraiment une ambiance très forte, ce volet-là. OK? Euh, oui, donc, ceux qui doivent quitter, parce que là, on jazz un peu, j'ai perdu du temps à essayer de connecter la patente. Il y aura une version enregistrée qui sera envoyée. Donc, merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est de rejoindre ces deux petites plages sympathiques, très connues quand même en Norvège, dans les Lofoten. On parle de Vestervika et de Kvalvika. À ne pas confondre avec l'autre affaire. Donc, l'idée, c'est de compléter ça. Dans la seconde journée, on remonte, on fait le mont Ritten. Bon, là, il y a un téméraire qui est allé se mettre au bout du bout, là.
c'est pas là qu'on est obligé d'aller, mais bon, ça reste un super point de vue sur tout cet environnement-là. Et ensuite de ça, terrain relativement facile qui descend tranquillement vers Fredvang. Donc, ça sera l'aboutissement, si vous voulez, de notre traversée du parc des Lofoten. Parce que le parc lui-même, le parc national, il fait en gros cette section-là de manière continue. Puis après ça, on le retrouve un petit peu plus au nord sur la côte ouest. Donc, nous, notre traversée avec l'esprit du camping, c'est vraiment entre, si vous voulez, Sorvogen et Fredvang. C'est la plage de bon, j'oublie le nom, mais cette plage-là, elle est sublime. Donc, nous, en fait, pour aboutir à ce trek-là et rester dans l'esprit, c'est pas encore 100% en conserve, canné en ce moment, mais l'idée, c'est que je l'ai vécu comme ça. Superbe camping autour de Fredvang, camping aménagé, là, avec un bloc sanitaire top moderne, un restaurant, un espace chill à l'intérieur, etc. Mais on reste en mode camping, donc on hybride la fin, si vous voulez, la rando. Encore une fois, dites-vous que tout ça, c'est pas pour le fun, c'est aussi pour un enjeu de prix, parce que la Norvège, c'est certainement un des pays les plus chers dans le monde. L'hébergement excessivement cher, si on veut justement du confort. Puis, il est excessivement sur demande, donc c'est très difficile de garantir des places. Ça demande souvent beaucoup d'engagement financier. Donc, si on peut hybrider ça sans nuire à l'esprit, on le fait. Donc, c'est ce qu'on fait à frais de banque pour compléter. Simon, je vais y arriver. Je vais y arriver à peu près dans les temps. On enchaîne. On enchaîne. Je regarde si j'ai des questions. Température, plusieurs dates. Une date pour l'instant, vous allez voir, c'est le 19 juillet. Je l'ai dit. On aura l'opportunité peut-être d'ouvrir une autre date à la fin août si ça marche bien. L'idée, c'est qu'on a déjà préfait nos réservations. Je reviens là-dessus. Trek maritime en bord de mer, un trek historique aussi entre Nesland et Nosfjord. On réinvente pas le monde avec ce trek-là, parce que c'est un trek qui est reconnu un peu. En fait, la région est reconnue par l'UNESCO, le village de Nosfjord aussi. Mais c'est juste qu'il nous donne un regard sur un mode de vie ancestral. Et puis, le volet culturel est quand même super important chez Caravanier. Puis bon, c'est un incontournable aussi en termes de rando. Elle n'est pas très longue, mais ça va faire du bien après ce qu'on a vécu. Elle est surtout très belle, je trouve. Peu de variations de relief. Et ça nous fait aboutir dans ce magnifique petit village, Nosfjord, où il y a quelques petits icônes connus, là, du moins en termes de restauration, bakery, là, comment on dit bakery? Une, en tout cas, ça, là. Et puis, un petit restaurant pour finir la journée. Donc, ça va être vraiment top, là, comme journée. Ça va être vraiment une randonnée, si vous voulez, de transition en vue du deuxième chapitre qui, lui, va être plutôt en mode Dolce Vita nordique. OK. Dans la transition routière, on peut constater certains beaux monuments, des églises. Les églises de bois norvégiennes sont très reconnues, donc on a quelques exemplaires de ça. C'est quand même assez... ouais, ok, merci. Je lis les commentaires en même temps. Donc, c'est dans la transition pour aller au village de Ballstatt. Friluftsliv. Donc, ça, c'est la passion norvégienne pour la vie au grand air. Ben oui. Oui, oui, oui. Puis on pourrait vous dire, emprunter aussi au Danois le hygge. C'est art d'avoir du bon temps entre amis dans un endroit modeste, mais qui importe peu. Dans le fond, ce qui importe, c'est pas tant le lieu, mais c'est le fait d'être entre nous. On aura cet esprit-là, certes, dans notre voyage. Donc, Ballstatt, qu'on voit ici, donc un peu comme Rennes, tu sais, puis vous allez voir plus tard Enixvir. Donc, ce sont trois villages. Ça va être les trois villages thématiques du voyage, en plus de Sorvogen. Mais ce sont des villages que je trouve très esthétiques puisqu'ils sont répartis sur un archipel d'îles. On pourra, depuis ces endroits, partir rayonner sans transport. Ça, c'est quand même très, très cool. Pas de transport le matin, pas de bus qui arrive pas à l'heure, pas de rush par rapport à ça. On part quand on est prêt, puis on revient quand on a fini. Donc ça, c'est quand même sympathique. On pourrait aussi, selon le climat, la sécurité et tout, se séparer un peu les options de rando. Mais à partir de Ballstatt, très, très, très belle randonnée sur le Nonstinde, puis Muken.
C'est plusieurs options. On va pouvoir jazzer ça sur place. Le paysage va s'ouvrir à nous et on pourra faire un pont avec ce qu'on aura vécu dans les jours précédents, c'est-à-dire avoir une vue sur un peu plus loin Nosfjord et cette côte qui est superbe, la côte qui mène au village de Napp. Voilà, donc c'est un superbe trek et on profite de la vie. On profite de la vie, on profite aussi de tous les baies sauvages qu'on pourra retrouver. Si ça vous dit, on fait de la cueillette puis on se fait des confitures. Le soir, puisque dans notre hébergement, on est en mode cuisine. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon esprit, tu sais. On a de la misère, des fois, c'est difficile, mais on aime le temps relax, puis on aime les bonnes choses. Donc c'est épicurien, ça c'est clair. OK? J'enchaîne, je suis où, moi, là? J'achève. En fait, je vais répondre à vos questions ensuite. Ici, je suis sur, ben oui, je suis sur le Nonstinden, en fait. Et ça, c'était parce qu'on est à l'est. Ici, on est vers la mer intérieure, si vous voulez. Le courant est plus chaud, l'eau est plus chaude. Il y a certains lacs qu'on peut, voire même certaines baies, se baigner. Et là, si je regarde bien, c'est pas un concours de virilité, là, je pense pas, là. C'est pas non plus du cold plunge, ok? C'est baignable. Il y a des gens qui l'ont fait au Groenland, d'ailleurs, tu sais, c'est faisable. On parle peut-être d'une eau, je sais pas moi, 65, je sais pas moi, peut-être 16, 17 degrés, mais bon, quand je suis mélangé dans mes températures. Bref, pour moi, l'eau, c'est encore en Fahrenheit, donc à peu près autour de ça. On finit notre voyage à Ennixvir. Donc, Ennixvir, coup de cœur. Coup de cœur parce que c'est un beau village, premièrement. Encore une fois, c'est parce que c'est sur une archipel. Il y a plusieurs bons restos. Puis parce qu'il y a une âme de gens de plein air. On va être plus à l'est, nord-est de l'archipel. On quitte un peu l'ambiance, malgré que c'est encore comme ça au niveau du relief, mais on change d'ambiance. On est plus dans un univers de roches, moins de végétation. Paradis de l'escalade, j'adore. Puis donc, on va proposer une super belle rando à partir de là, mais là, le côté épicurien va plus ressortir à Nixvir. Je reviens, oui, en effet, avec la carte pour conclure, pour qu'on voit tout ça en image. Donc, quand on dit épicurien, des néo-restos, tu sais, la bière artisanale, le gin local. Pourquoi je parle juste d'alcool, moi, là? En tout cas, bref, ça, des bakeries qui sont hallucinantes, des superbes restaurants, cafés, third wave, etc. Donc, on vraiment à Enixville, là, ça bouillonne. C'est très jeune aussi, je trouve, comme ambiance, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Fait que c'est ça. Super terrasse sur un des restos. Donc, on va encore une fois, dans chaque formule de ville, avoir un souper où on cuisine, et puis une soirée où on va profiter d'un resto. OK? Et ça, c'est une distinction aussi par rapport à l'offre de Caravanier, si vous voulez, si vous allez la comparer ensuite aux autres, avec mettons, les compétiteurs français, c'est que les autres sont que en mode épicerie puis on se cuisine dans les hébergements. OK, je trouve ça limitatif, pour vrai, par rapport à tout le potentiel touristique culinaire qu'il y a sur cet archipel-là. Voilà. Donc, le voyage se finit à Svolvær. Donc, Svolvær, on peut revenir directement avec un ferry boat express qui nous ramène à Bodø, dernière nuit à Bodø. Puis après ça, le voyage se conclut pour Caravani, mais il y aura des extensions. Je reviens sur l'hébergement pour conclure ma présentation. Donc, l'hébergement, ça se passe, vous l'avez vu en camping, là, tantôt j'en ai parlé. Sinon, c'est en rorbu. Les rorbus, l'avantage de ça, c'est des maisons de pêcheurs qui sont utilisées pour le tourisme, pour héberger le touristes l'été. Ce sont des lieux communs où il y a salle commune, espace commun, terrasse commune, avec une répartition de chambres très aléatoire. OK? Mais c'est confortable, puis c'est ce qu'on appelle l'hébergement en dur, donc c'est bien. On va pouvoir exploiter ce qu'on retrouve là-bas sur place. Saumon, oui, évidemment, qui est en élevage dans les Lofoten. On a aussi la morue, on a plein d'opportunités. Donc, on se fait le plaisir selon les catch of the day, disons. Ça va être aussi participatif de la part des voyageurs. J'aime bien cette photo. Ce regard à travers la fenêtre en finissant un petit saumon fumé avec un petit gin tonic. Bref. Donc, c'est ces ambiances qu'on aura en fin de journée, tu sais, toujours effort, réconfort. Et puis, oui, c'est participatif de la part de chacun pour l'exécution de toutes ces tâches-là, parce qu'on n'a pas d'équipe locale à part
nous-mêmes, tu sais. Et puis, ça fait en sorte aussi que c'est très chaleureux, convivial, comme ça. Donc, les hébergements sont souvent situés en bord de mer parce que les maisons de pêcheurs, c'est comme ça qu'ils sont faites. La plupart des chambres qu'on va retrouver, c'est souvent une combinaison d'une chambre comme ça. Vous savez, hein, si vous avez voyagé avec nous en Dolce Vita un peu partout en Europe, tu sais, le concept de chambre twin ou double, en fait, c'est juste la table de chevet que tu mets entre les deux lits, là. Donc, c'est pas mal ça. Là, on l'a collé, mais si je la mettais entre les deux, ça deviendrait une chambre twin. Donc, c'est souvent des hébergements qui ont deux chambres comme ça, puis une option mezzanine. Évidemment que les enfants, c'est très cool, mais c'est quand même sympathique, c'est bien, des beaux matelas, etc. Des fois, c'est des variantes différentes, on le revoit un peu comme ça. Mais donc, on va a priori être trois ou quatre par hors-but, disons. Encore une fois, ça nous permet de trancher les prix et d'être super agressif le plus possible, là, parce que c'est l'enjeu numéro un au terme d'hébergement là-bas. Donc voilà un peu la vie de Rorbu. Transport, on aura deux types de transport terrestre, donc soit la ligne publique, donc il y a quelques lignes de bus sur les Lofoten, c'est super bien fait, on gère tout à partir d'une application, ça nous permettra de faire quelques transferts, et on aura aussi autobus privatif pour trois déplacements, puisque ce ne sera pas possible autrement. Puis on aura aussi un sac suiveur, donc vous savez que si on part en rando, légère en camping, mais on ne mettra pas tout sur notre dos, donc on a des sacs suiveurs qui relient nos hébergements. Donc c'est quand même bien pensé à ce niveau-là pour minimiser tout le poids sur nos épaules. Quelques possibilités en route. Musée Viking qui est vraiment sympathique, bien fait. Navigation d'un drakkar. Quand même, ça me met vraiment dans l'ambiance. Bref, petit coup de cœur là-dessus. C'est juste, j'ai un regard de parent, là, mais bon, je pense qu'on a tous un petit cœur d'enfant dans chacun de nous. Aurore boréale pour un départ en juillet, c'est très peu probable. Mais bon, avec beaucoup d'alcool, on peut en voir. Donc, on est plus sur la fin de saison. Mais bon, c'est possible. C'est possible selon la pénombre et tout. Puis extension qu'on va encourager, ça, on reviendra dans le one-to-one, là, mais à Bergen, entre autres, parce que souvent des scénarios de retour aérien par là, et la capitale du pays. Je reviens à... je finis avec l'info finale. Donc, en gros, c'est ça. Prochain départ, le 19 juillet 2025, c'est 16 jours en tout avec le déplacement aérien. Un prix qui va tourner presque autour de 5 000 $ plus le prix du vol. Évidemment, ça inclut presque tout, là, le transport, la nourriture, le guide, l'équipement, etc. Quelques repas, il y a 3 repas en fait qui vont être libres. C'est qu'on va être dans les villes. On ne veut pas vous restreindre en termes d'exploration culinaire parce que la palette peut être très large, donc on voulait laisser ça plutôt loose. Voilà. J'aimerais ça passer. Je sais que j'ai dit que je revenais sur la carte, là, mais ça va être trop compliqué. En fait, je peux faire un mini arrêt, répondre à vos questions, puis vous présenter notre ami Simon. Simon, je te laisse la parole pendant que j'arrête le partage d'écran. Merci beaucoup, FX. Merci pour votre patience, tout le monde. Malheureusement, la technologie, des fois, nous réserve des défis. Et puis ce soir, c'en était un de taille. Après qu'FX vous a montré la carte de la Norvège, Ouais, attends. vous a mon- ouais, une Ouais, fois je qu'FX va reviens vous montrer la dans. Ok, carte de je la reviens. Norvège, moi, je vais embarquer avec l'Irlande, un pays qui, pour moi, est un pays que je porte dans mon cœur depuis très longtemps, depuis maintenant pratiquement un quart de siècle, parce que j'y ai habité pendant 2 ans de temps. Et puis l'idée de ce voyage-là euh, est loin, est loin dans l'histoire parce que ça fait longtemps que je veux amener les gens vivre l'Irlande comme je l'ai vécu. J'ai rêvé de traverser l'Irlande à pied avec des gens et puis ben, c'est un gros pays, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc on a trouvé, je pense, l'endroit en Irlande qui représentait mieux le pays, qui permettait d'avoir un échantillonnage très grand de ce que l'Irlande peut offrir. Donc, je te laisse un peu la Ouais, parole, non, FX, que à ce je, moment-là. je, je vais juste le montrer. Puis j'arrête de t'interrompre. Donc, je te passe la balle officiellement. Vous pouvez photographier ça dans votre tête, mais c'est le résumé du voyage que vous voyez ici. Tout ça à très petite échelle quand même. Donc,
Voilà me concernant, j'arrête le partage d'écran et je te Super. laisse le Merci, terrain. FX. Yes. Je serai en arrière pour répondre aux questions. Super. Alors, tout le monde, l'Irlande, juste à côté d'Angleterre. Euh, Quand j'y étais là-bas, j'habitais à Belfast, donc au nord-est de l'Irlande, dans le nord. Et puis, l'endroit où ce que je vais vous apporter, où est-ce qu'on a pensé aller visiter, c'est la péninsule de Kerry, dans la région de Inverness. Donc, le voyage, on vient vous cueillir à Dublin et de Dublin, après ça, on se déplace vers Killarney, au parc national de Killarney, pour visiter la ville de Killarney. Super belle ville, un peu moyenâgeuse à l'irlandaise, à saveur irlandaise. Et puis, on va passer 2 nuits là pour par après partir sur les sentiers de randonnée pédestre. Je vous situe un petit peu là, pour le voyage. Donc, la péninsule est encerclée. On va commencer le voyage en visitant une abbaye pour finir le voyage de Pierre et Bière vers une dernière abbaye, mais une abbaye qui date du 9e siècle après Jésus-Christ, qui a été construite par des moines ermites sur l'île, probablement une des îles les plus à l'ouest de l'Irlande, à 16 km au large du pays lui-même, de l'île d'Irlande elle-même. Je prends quelques instants là, pour me faire la main pour bon, partir des photos aussi en même temps. Tout, tout, tout. Génial. Donc, mes photos sont un peu en. Ah, voilà. Mes photos sont un petit peu en rafale. Mais c'est un voyage qui est en Dolce Vita. Dolce Vita, pour nous, caravaniers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, on est en rando, une rando qui est. Donnez-moi un petit instant. Je veux juste. Ouais, je parle. C'est bon, je pars un petit diaporama, puis je vous reviens dans quelques petits instants. OK, ça ne sera pas long. Je fais le partage d'écran. Et puis, super. Donc, Dolce Vita pour Caravanier, c'est quoi? C'est que c'est l'essence de ce voyage-ci. C'est un voyage qui se veut où est-ce que on est en hébergement tout le long de la randonnée. Donc, c'est une rando où est-ce qu'on a des sacs légers sur notre dos, des sacs de jour avec juste ce qu'on a besoin pour la journée, ce qui veut dire lunch, notre linge chaud si jamais il fait froid, puis imperméable, bien sûr. C'est l'Irlande, c'est un pays qui est pluvieux. Là, je vous rassure tout de suite, les photos, un peu comme FX en Norvège, c'était un moment très pluvieux, c'était le mois d'avril. Donc, c'était probablement un des mois où il pleut le plus. On a même eu un ouragan qui nous, qui nous est tombé dessus, ou du moins une tempête, là, une tempête très, très forte. Euh, c'est un voyage parce qu'on va traverser une péninsule. Et puis, donc, on va dormir dans des hébergements. Moi, je voulais des hébergements qui étaient emblématiques, comme ici, on a la maison McRoss, qui est des B&B aussi en même temps, qui sont des hébergements représentatifs du milieu où ce qu'on va être. À Killarney, c'est des hébergements qui sont super beaux, c'est quasiment des châteaux, tandis qu'après ça, quand on rentre dans les vallées glaciaires, ben, c'est des petits B&B qui sont là. On va être entouré, bien sûr, de d'autres marcheurs, mais ce ne sera pas des humains, ça va être des moutons. L'Irlande compte quasiment autant de moutons qu'il y a d'habitants. C'est un peu comme la Nouvelle-Zélande. Nous, on va être vraiment dans une région qui est très rurale. Une région où est-ce que peu de gens y vont. La raison qu'on a choisi cette portion du territoire irlandais, c'est qu'il y a déjà un sentier de longue randonnée. En fait, c'est le plus long sentier qui existe en Irlande. Puis nous, on va en parcourir environ la moitié, ce qui veut dire à peu près 150 km. On va passer à travers des vallées glaciaires, à travers des fermes, à travers des forêts de plantation de pins. On va monter la plus haute montagne d'Irlande à plus de 1036 mètres de hauteur. On va marcher sur le bord de mer où est-ce qu'il y a des falaises incroyables et à la toute fin du voyage, on va finir le voyage à Scaling Michael, qui est un monastère créé par des moines ermites, abandonné bien sûr, site national, site mondial de l'UNESCO. Et puis par après, on va refaire notre chemin là, vers Dublin. En tout, c'est un voyage qui dure environ 13, qui va durer 13 jours, donc 9 jours de rando.
On va finir aussi en même temps, là, j'ai les images qui passent, fait que ça me donne des idées de choses là, qu'on va vivre. Mais on va aussi faire des dégustations de whisky, des dégustations de bière. Au niveau de la nourriture, étant donné qu'on est en Dolce Vita, les déjeuners, les soupers, ça va être en restaurant. L'apéro dans des pubs emblématiques vraiment de la région. Et puis, par après, ben, pour les lunchs, ça va être des lunchs qu'on va transporter sur notre dos. L'Irlande, c'est un pays qui est rempli d'histoire. C'est un pays où est-ce que plusieurs peuples y ont passé, plusieurs peuples ont laissé leur marque. Et puis, nous, ce qu'on va voir, c'est de l'âge du fer jusqu'à maintenant, jusqu'à l'avènement de Google et Amazon qui se sont installés en Irlande. C'est les derniers venus là, au pays. Euh, on va passer à travers des ruines. C'est un pays où est-ce que tu as le goût de t'accrocher les pieds après une journée de rando, à côté du feu de peat, du feu de tourbière, prendre une bière, un petit whisky, relaxer, puis de regarder le temps un peu passer. L'Irlande, c'est un pays où est-ce qu'on dirait que le temps s'est arrêté. Ça s'est arrêté le temps de notre visite. C'est un pays qu'on dirait qui a été coincé un peu en 1980. À part la marque des chars qui a changé, on dirait que rien n'a changé, du moins de quand moi j'y étais. Et puis, c'est un pays où est-ce que, quoi qu'une petite île, il y a encore de la place pour se perdre, pour se sentir unique et seul au monde. C'est un voyage que j'ai fait, que j'ai créé là, au mois d'avril. Je n'étais pas seul, j'étais avec ma conjointe, celle qui prenait les photos. Euh, Puis vraiment, c'est un voyage coup de cœur qui, pour moi, représente cette péninsule-là, du moins le sentier qu'on va marcher, pour moi, représente vraiment l'Irlande rurale que l'on peut juste retrouver à pied euh, et non pas en voiture. Beaucoup de gens visitent l'Irlande en camion, en voiture, voient des sites iconiques, mais malheureusement, c'est juste le site que tu vois et se rendre là, eh bien, tu comprends après ça pourquoi tu t'en vas voir cette destination-là. Au niveau du voyage lui-même, au niveau de la logistique du voyage, étant donné qu'on a juste nos sacs de jour et qu'on dort en hôtel, eh bien, ben, nos valises, nos bagages sont transportés en camion jusqu'à la prochaine hébergement. En général, on reste entre une nuit et 2 nuits par hébergement, histoire de ne pas toujours être dans ses valises. C'est un voyage que je considérerais de niveau modéré, donc qui est accessible à un peu tout le monde qui est en forme, qui a une bonne forme physique quand même, parce que les journées, quoique le niveau de difficulté du sentier n'est pas très élevé, les journées sont longues, on parle d'environ 20 km par jour, plus ou moins, en moyenne. C'est un voyage où est-ce qu'on est en itinérance, ce qui veut dire qu'on ne fait pas un rayonnement. On n'a pas de camp de base comme on pourrait en avoir en Norvège. Nous autres, c'est vraiment un déplacement sur le territoire pour se rendre de village en village. C'est un peu ma ligne éditoriale là, de comment j'aime faire les voyages, comment j'aime vivre des voyages. C'est de partir là, du point A puis me rendre à la finalité au point B. Il y a des questions, je pense, dans le Q&A FX. Il va falloir que tu enlèves ton micro. Petite pause parce que j'ai vu des belles images de cuisine irlandaise. Oui, ben oui. La cuisine Non, mais irlandaise, écoutez, elle je voulais est pas te couper. reconnue Ouais. mondialement pour être une cuisine de pub. Euh, Ce qui veut dire, la cuisine de pub, c'est une cuisine où est-ce que c'est des grosses portions, c'est du comfort food, c'est de la nourriture où ce que tu as juste le goût de plonger dans ton plat, dans ton assiette. À quelques reprises, on va être dans des restaurants un petit peu plus intéressants. D'autres fois, la majorité du temps, on va être dans des pubs et dans les B&B, mais c'est nos autres qui vont nous préparer là, les repas. Des repas là, vraiment là, de campagne faits par les gens qui vivent dans la région, là, qui mangent ça depuis toujours. Enfin, on va manger leur nourriture à eux qui mangent au quotidien. Puis bien sûr, ben, le tout, ben, c'est arrosé d'une bonne bière, une bonne Guinness, une bonne Kilkenny ou bien un bon whisky. Là. Donc vraiment, un voyage où est-ce que tu as le goût de t'accrocher les bottes, tu as le goût de relaxer à côté du feu de camp le soir après la rando, puis tu as le goût de regarder le paysage en cours de route. Le tout, ça devrait être, ce voyage-là va se faire environ au moins une fois par année, ça devrait être là, les 2 premières semaines de juin. C'est le mois là, qui a le moins de précipitations, là, puis il y a le plus de soleil. Puis en Irlande, quand on parle d'une vague de chaleur, on parle de 25 degrés Celsius. Ouais. Apportez vos camisoles.
Ouais, je pense qu'au niveau climat, on est à peu près C'est très similaire en cousin, là. Norvège. C'est ça exactement. C'est très, très, très similaire. Mm. Ouais. Vous risquez de perdre votre bronzage, mais bon, c'est juste ça la conséquence. On nous demande, Joanne Provencher, est-ce que c'est une randonnée vertigineuse comme en Crète? Bonne question. Il y a des moments où est-ce que oui, il va avoir, ça va être visuellement intimidant. Euh, mais tout est faisable, là. Ces endroits-là où ce que justement ça l'était, j'étais avec un groupe de personnes qui marchaient là, devant nous, là, puis c'était des gens qui... Il y avait une dame qui avait 83 ans et puis elle l'a bien faite. Donc, même si c'est vertigineux, c'est quand même très accessible comme randonnée là, au niveau des endroits où est-ce que ça peut être intimidant. Peut-être, je sais pas si t'en as quand même parlé, là, la longueur des randonnées. Mais c'est Euh, ça, c'est des journées de randonnée. ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on marche toute la journée, là, de 9 heures jusqu'à 4 heures, 5 heures de la journée. Mais c'est à peu près plus ou moins en moyenne de 20 km par jour. Mais c'est sur un sentier qui est terreux, un sentier sur lequel on est habitué de marcher au Québec. Ce n'est pas rempli de racines, rempli de roches. C'est vraiment là, des sentiers qui sont faciles accessibles. Et souvent même, ces sentiers-là, c'est des anciennes routes de calèche sur lesquelles la végétation a repris le dessus, puis que finalement, il reste que le passage que le passage pour les piétons. Ok, cool. Et puis, au niveau des hébergements, tu sais, est-ce que c'est toujours en itinérance ou des fois, je prends les questions de Julie Gaudreau, Oui. si tu as des fois des deux nuitées au même endroit? Oui, justement, le voyage a été bâti pour qu'on ait le plus possible pas à refaire nos bagages à tous les jours. Il y a des endroits où on n'a pas le choix, c'est que c'est comme ça, on passe juste une nuit, mais c'est environ moitié-moitié. Donc, je dirais à peu près là, 5 jours, 2 ou 1 nuitée, puis là, après ça, un autre 5 jours ou 4 jours là, de une nuitée seule. Ok, cool. Puis on vient vous Euh, cueillir à l'aéroport à Dublin. De Dublin, on part directement vers Killarney. Passe 2 nuits à Killarney, puis après ça, c'est encore 2 nuits, 2 nuits. Et puis on enchaîne avec quelques une nuit de suite, là. Mais on termine le dernier endroit où on va dormir sur le sentier. C'est un 2 nuits aussi. Puis c'est là qu'on va aller voir Scaling Michael, qui est le monastère sur une île au large. Et puis qu'on va aller faire un petit tasting là, de ah whisky. oui, ouais, ouais, ça c'est bien. On sort ça quand sur Internet? Très bientôt, Julie travaille là-dessus. On a été là, on a eu de la difficulté à se coordonner, les deux étant soit en vacances de façon chevauchante, ou bien qu'on était partis sur des expéditions, sur des voyages, là. Donc, Ouais. mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça devrait être un En beau fait, cadeau de Noël. tu sais, ouais, ben, même late Thanksgiving, là. Mais bon, non, cadeau de Noël. En fait, c'est que c'est ça, je sais pas si vous avez vu tout le monde, mais on a changé de site internet, hein. On a fait on lui aura fait une beauté, et puis beaucoup de complexité en arrière de tout ça, donc ça a retardé toute la mise en ligne des nouveaux voyages. Donc, si vous avez vraiment un intérêt là, on a, en tout cas, dans le cas de la Norvège, on a la version écrite là, en PDF là, qu'on peut vous faire parvenir. Donc, il y aura tous les détails à peu près comme dans la même structure que le site Internet. Donc, je vous invite dans ce cas-ci à nous écrire. Pour faire ça simple, ça peut être expédition à commercial caravanier.com ou si vous voulez m'écrire directement à fx à commercial caravanier.com. Je répète que caravanier c'est K au début, S à la fin. Ben, écrivez-nous, puis on va vous envoyer ça. Même chose pour la Norvège. Je vous dirais que réalistement, d'ici une semaine, nous sommes en mesure de mettre ça en ligne. Donc oui, en fait, Diane, en fait, tout le monde aura le lien qu'on renvoie de la version enregistrée qui sera retravaillée dans toute l'ambiguïté du début. On coupe ça, puis ça va être sur notre page YouTube dans les prochains jours. Pour Plaisir toi, pour la Simon, y a-t-il des midges en Irlande? Non, ça c'est en Écosse. L'Irlande n'a pas vraiment de mouches là, ou de moustiques. C'est un peu leur prix de compensation pour la mauvaise météo. OK. Et là, excusez
Midges, c'est un terme anglo pour dire ça? Ben, c'est le nom que le peuple, que les Écossais donnent à leur OK. moucheron, tu sais. OK, OK. Merci, Joanne, d'éveiller ma curiosité. Écoutez, j'avais-tu des choses à rajouter là-dessus? Je pense regarder toutes les questions. Au niveau du prix, on travaille fort là, pour l'Irlande, pour le rendre plus démocratique. C'est sûr, c'est une destination qui a explosé hein, en termes de coûts. Et puis parce que ben, l'Irlande a un climat comme il l'est, on a voulu vraiment le maintenir en hébergement de type Dolce Vita. Donc, c'est un enjeu sur le prix, mais on travaille fort là-dessus pour trouver un angle qui permet de le rendre plus accessible. Mais bon, c'est sûr que ça risque d'être un voyage cher pour le lieu, finalement. Puis toute sa logistique aussi. Il faut comprendre que hein, nos voyages ont des particularités. Donc, c'est des choix d'esprit de voyage qui, des fois, orientent le prix. Parce qu'il y a toujours moyen de le faire autrement, mais ça demande une logistique ou de l'autonomie qui est différente. Donc, je vous invite à comparer avec les compétiteurs. Nos formules sont souvent un peu à l'ouest, là, pour reprendre un terme français. Là. Donc, on est champ gauche, tu sais. Fait que des fois, ça implique plus de coûts. Donc, à voir pour l'Irlande, ça va sortir d'ici une semaine. Puis là, toutes ces belles photos que je vois défiler, c'est... C'est le sentier lui-même. OK. Oui. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous les écrire ici. On va y répondre comme ça. Euh, Ouais, donc spectateur anonyme, tout à fait, monsieur anonyme. Cet été 2025, à moins que je me fasse frapper par un char, c'est moi qui s'en ira en Norvège et puis Simon en Irlande. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis roux qu'on m'envoie en Irlande, c'est vraiment parce que j'ai un coup de cœur, là, c'est Puis pas Simon, cliché comme ça dis-moi, chez Caravane. est-ce qu'on va réellement appeler ce voyage de pierre en bière? Pourquoi pas? Ah, c'est hot! En tout cas, moi j'appuie la démarche. Donc, voilà. Des gens qui te saluent, Simon, je pense que tu es connu dans le milieu du Ben oui. voyage. Donc, sinon, ben, écoutez, ça conclut notre présentation. Désolé encore du petit imbroglio du départ. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Et ça nous fera un plaisir de vous répondre. Donc, merci, puis bonne soirée. Je laisse aller un petit peu là, s'il y a des gens qui... Bonne soirée tout le monde et bonsoir à tous ceux que je connais. Yes. Je te fais un petit coucou, Simon, dans 2 secondes. OK, bonne soirée tout le monde. Il faut que je mette fin à ça.